Mesdames, Messieurs, bonjour. N'hésitez pas à vous installer au premier rang, hein. Mesdames, Messieurs, bonjour. Si vous souhaitez vous connecter au Wi-Fi de la salle, c'est le territoire et mobilité, le réseau, et le code est le UGAP en majuscule 0206. On attend encore 2-3 minutes.
Bonjour, si vous souhaitez vous connecter au réseau Wi-Fi, c'est le réseau Territoire et Mobilité avec le code UGAP en majuscule 0206. Je vous conseille de le faire puisque nous aurons besoin de vos réponses par moment au cours de la plénière. Je vais laisser la parole maintenant à nos directeurs régionaux. Oui, on va commencer. Le duo de charme. Céline Barrault, directrice du réseau territorial PACA pour l'UGAP, et Pierre Pichon, directeur du réseau territorial Auvergne-Rhône-Alpes pour l'UGAP. Donc bonjour, Pierre Pichon, donc mon collègue de la direction territoriale Auvergne-Rhône-Alpes, et moi-même, donc Céline Barrault, directrice du réseau territorial Sud-Est qui couvre la PACA et Corse. Nous sommes ravis de vous accueillir dans ce lieu emblématique de l'innovation en Provence, The Camp. Nous avons souhaité, nous, l'UGAP, provoquer cet événement pour créer du lien, mettre en relation, en réseau, tous les acteurs de l'écosystème de la mobilité. Nous avons également souhaité souligner le rôle des territoires et également l'émergence d'écosystèmes structurants. Ah, ça coupe, c'est bon. L'écosystème structurant et émergent sur la mobilité. Et nous avons également voulu souligner le rôle des territoires et notamment de nos deux régions, donc PACA et Rhône-Alpes, sur leur rôle dans les enjeux climatiques. Merci Céline. Donc effectivement, nous vous remercions chaleureusement pour votre venue à cette manifestation. Moi personnellement, je remercie Céline et je remercie Stéphanie Dridi qui sont à l'origine de cet événement et qui ont souhaité nous associer, puisque nous sommes voisins finalement, et on voit qu'on aura quelques intervenants qui viennent de la région Rhône-Alpes. Donc merci à eux pour cette magnifique initiative, pour avoir trouvé ce site aussi extrêmement intéressant. Nous espérons que les différents travaux vous intéressent et vous apportent effectivement un peu d'éclairage sur ce sujet particulièrement d'actualité que sont les territoires et la mobilité. Donc on vous souhaite une excellente journée à nos côtés, en espérant que la journée se passe bien avec le soleil visiblement. Je crois qu'ils annoncent des températures assez hautes. Merci à vous. Merci Pierre, merci Céline. Voilà, et pour ouvrir cette journée, je laisse la parole à notre président Édouard Jossard. Bonne surprise avec le jingle, monsieur Jossard. Oui, bonjour à tous. C'est un grand honneur pour moi qui ne suis qu'un généraliste de parler devant autant de spécialistes, experts, engagés qui font vivre ces sujets passionnants de la mobilité. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont organisé ce colloque. Et je pense j'espère sincèrement que la fertilisation croisée qui est nécessaire dans les sujets qu'on va avoir aujourd'hui va progresser aujourd'hui. Alors, je me faisais la réflexion dans ce très beau site et dans cette belle région qui allie finalement la modernité et les plus grandes traditions, que d'une certaine manière, la cité est née des mobilités. Et je dirais même ici, c'est presque, enfin c'était déjà l'intermodalité, c'est la mer qui rencontre la terre avec les Grecs, donc c'est bien là. C'est la mobilité qui a créé la cité, et c'est aujourd'hui, d'une certaine manière, la cité qui doit réinventer la mobilité. Alors bon, je ne vais pas vous détailler plus, parce que ça va être le sujet de la journée, les enjeux de la décarbonation, mais vous les connaissez. Si vous êtes ici, vous êtes convaincus qu'il faut absolument réduire ces célèbres 30% d'émissions de gaz à effet de serre liés au transport, donc la moitié est liée à la voiture. Je dirais simplement que dans ce contexte où les mobilités sont en augmentation constante, aussi, jamais la volonté politique d'avancer sur ce sujet n'a été assez forte. Et vous connaissez tous la multiplication des textes et la volonté d'approches plus intégrées. Je pense évidemment aux enjeux majeurs que sont la mise en place des SPASER et aussi les zones à faible émission.
Je voudrais simplement, pour ouvrir cette réunion et lancer un peu les débats, faire 4 constats. Le premier constat, c'est que les outils et les solutions se multiplient. Alors, dans tous les domaines, d'abord, évidemment, il y a le sujet des technologies et des matériels. Donc notamment, donc on voit arriver dans le domaine des véhicules, donc tous les nouveaux véhicules à faible émission, que ce soit les véhicules légers, les bus, les cars en ce moment. Hein. Donc, on a déjà lancé, nous, des marchés de bus à hydrogène et d'autres aussi. Donc on voit bien que toutes les villes sont engagées dans ces nouvelles technologies. On va arriver maintenant très rapidement aussi à des véhicules à faible émission dans le domaine des véhicules techniques, des véhicules, les bennes à ordures ménagères. Et nous pensons aussi, même si ça prendra un peu plus de temps, sur les véhicules d'incendie et de secours. Donc tout ceci est une vraie révolution technologique. Mais bien sûr aussi les vélos électriques. Donc on voit que toutes les technologies de mobilité sont en train de progresser. Au-delà des matériels, il y a aussi des nouvelles solutions. Hein. Donc les innovations ont été très riches dans ce domaine. Et comme vous le savez, les solutions innovantes en matière d'autopartage, de covoiturage se multiplient. Et enfin, les offres de services, troisième élément de ces solutions qui se multiplient, sont de plus en plus intégrées. Et nous allons parler, je crois, beaucoup dans ce colloque justement de cette combinatoire sans précédent et cette puissance opérationnelle que donne la combinaison de données liées à la connaissance de la mobilité et les potentialités du numérique et de la data. Hein, on va beaucoup parler de mobilité servicielle, on va parler c'est d'ailleurs cet enjeu, la question que je me posais en tant que citoyen, c'est qui va finalement avoir le pouvoir? Est-ce que c'est les maîtres de la donnée que sont les Waze, Google Maps, etc., qui finalement jouent un rôle considérable dans la régulation de la circulation dans nos collectivités, ou est-ce qu'on va arriver à combiner cette puissance externe avec une volonté politique de régulation? Donc c'est un sujet passionnant dont je pense que vous allez beaucoup parler. Et au-delà de ça, cette intégration nécessite aussi la réflexion sur la recharge et l'approvisionnement en électricité et en énergie différente, d'ailleurs en gaz, en biocarburant. Donc tout ceci, la réflexion sur l'énergie s'associe aussi à cette réflexion générale. Là aussi, les progrès spectaculaires ont été faits ces dernières années, notamment sous l'impulsion des autorités organisatrices. Bien évidemment aussi, la réflexion interdisciplinaire s'accentue, hein, compte tenu de l'ensemble de ces éléments. Et aujourd'hui, la ville, comme les universitaires ici présents le diront bien mieux que moi, nécessite une réflexion interdisciplinaire sans précédent. Hein, des spécialistes du transport, des spécialistes du logement, des économistes, des sociologues, des analystes de données. Donc jamais le sujet n'a été aussi exigeant en termes d'interdisciplinarité. Voilà. Alors, au vu de toutes ces solutions, ces multiplications, le deuxième constat que je voudrais faire, c'est que malgré ce foisonnement, on commence à avoir une clarification des trajectoires. Hein, il y a un consensus qui se développe, il y a des progrès sur les solutions stratégiques qui se développent, avec notamment les planifications des modes actifs dont vous allez parler beaucoup, le vélo, la place de la marche à pied, l'intermodalité. La réflexion sur l'intermodalité progresse beaucoup, la réflexion sur... Bon, la partie théorique est derrière nous en grande partie, mais aujourd'hui, très concrètement, la construction des hubs qui permettent l'intermodalité progresse aussi à pas de géant. Et aussi, comme je le disais, les stratégies de choix des énergies et aussi, et j'ai vu quelques exemples intéressants, y compris dans cette région, de planification des choix stratégiques en termes d'énergie, progresse beaucoup. Voilà, le troisième constat que je voudrais faire, c'est que tout ça n'est quand même pas sans risque. Hein. Et ces risques, l'analyse des risques fait partie aussi des stratégies de développement. Hein. Ces risques, vous les connaissez bien. Il y a des sujets de déport des difficultés du centre vers l'extérieur. Hein. C'est un sujet qu'on connaît bien dans un certain nombre de grandes métropoles. Il y a aussi le sujet des conflits d'usage. La route devient d'une certaine manière une denrée rare. Et la multiplication des usages crée une vraie rareté finalement de la route et des voies de circulation. Et c'est un sujet qui est un vrai défi.
Il y a aussi les sujets qui tournent autour de la sécurité, qui s'accroissent dans la réflexion. Sécurité dans les transports, mais aussi garantie, et je crois que nous avons eu quelques échanges, notamment avec les autorités en charge des sujets, les circulations d'urgence, qui sont un sujet majeur, notamment dans le domaine de la lutte contre l'incendie et des soins. Voilà, il y a aussi bien évidemment des risques plus fondamentaux, les risques que trop de régulation aboutissent à un cloisonnement, des séparations entre les villes et les banlieues. Je me permets de moindre accessibilité à la ville-centre. Je voudrais citer la ministre qui était à l'époque, Elisabeth Borne, qui a indiqué, dans un colloque de 2018, a dit « La mobilité, on le sait, est un puissant facteur d'insertion sociale, économique et professionnelle. Elle est un préalable conditionnant l'accès à tous les autres droits. » Je crois qu'il faut faire attention à ce que les réflexions trop centrées sur la mobilité aboutissent à des nouveaux cloisonnements qu'on peut voir dans certaines villes où on voit bien qu'il y a des mouvements sociologiques profonds. La ville-centre devient la zone des classes intermédiaires et des petites familles. Et à la fois, vous avez des sorties des populations défavorisées et des populations les plus favorisées. Et ça peut créer une forme de ghettoisation qu'on commence à voir apparaître. Ça aussi, ça fait partie de la réflexion. Voilà, donc tout ceci renvoie au dernier constat, c'est que jamais les défis de gouvernance n'ont été aussi importants. Parce qu'il faut coordonner beaucoup d'intervenants, déjà entre les autorités locales, autorités organisatrices, régions, intercommunalités, et puis l'État, il y a beaucoup de négociations à voir. Il y a des choix de stratégie d'approche. Si vous êtes trop restreint, vous gagnez en opérationnalité, mais vous avez des risques de silos. Si vous faites trop large, vous êtes dans le tout et dans le tout, et vous réfléchissez, vous faites des réflexions super intelligentes, mais vous perdez beaucoup de temps par rapport à l'urgence climatique. Donc ces questions d'opérationnalité, de méthode sont au cœur de la gouvernance. Vous avez aussi des questions de dialogue. L'intégration de tous ces savoirs nécessaires nécessite pas mal d'esprit de système, et en même temps, parfois, l'esprit de système se concilie pas si bien que ça avec la concertation de proximité. Donc les méthodes itératives ne sont pas forcément si simples que ça à concevoir. Et enfin, je passerai rapidement sur ces sujets. Il y a aussi les sujets de coûts. Tout ça coûte très cher. Le sujet du financement de ces questions de mobilité est sans doute une des questions majeures des finances publiques dans une situation, comme vous le savez, la contrainte globale reste toujours assez forte. Donc tout ceci aussi nécessite beaucoup de réflexion. Et beaucoup de financement a été mis en place. Je pense que ça va être un sujet que vous allez traiter. Voilà, donc beaucoup de mobilisation, beaucoup de qualité dans la réflexion, beaucoup de qualité dans la qualité du dialogue nécessaire, beaucoup de pragmatisme aussi. Donc voilà, donc tout ceci est un défi, mais après tout, nous sommes tous des passionnés de l'action publique, et ce sont des défis qu'on peut surmonter à force de ténacité, d'humilité, d'écoute et de persévérance. Voilà, donc c'est ce dont ne vous manquez pas. Et donc c'est à vous de jouer, et j'espère que ce colloque nous permettra de progresser dans ce sens. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Jossard. J'appelle maintenant Madame Berthaud, directrice du CEREMA Méditerranée. Bonjour à tous. Et d'abord, je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir invité le CEREMA pour cette journée où c'est vrai que le thème de territoire et mobilité, il nous touche beaucoup au CEREMA. Alors, je vais en profiter quand même en quelques minutes pour vous donner des éléments sur notre structure. Le CEREMA, c'est un établissement public de l'État qui est en charge d'accompagner les territoires sur la transition écologique qui nous touche tous. On s'est réformé depuis un certain temps, et notamment ce qui nous est paru important, c'était de clarifier les domaines sur lesquels on intervenait. Et on a une petite actualité aussi que je vais évoquer ensuite. Alors on intervient bien entendu sur la mobilité, et c'est le cœur du sujet d'aujourd'hui, mais on intervient aussi sur ce que vous évoquiez, cette nécessité d'avoir sur les territoires une transversalité des politiques, et ce qu'on appelle l'ingénierie territoriale de façon générale. On intervient aussi sur les bâtiments, pour vous accompagner sur la transition écologique, sur les infrastructures. Les infrastructures sont le support de la mobilité,
La question des risques, on le voit, et tout particulièrement dans notre région, on a aussi des territoires qui sont fortement touchés par les risques, et notamment les infrastructures aussi. Et enfin, on intervient aussi sur la question de la mer et de l'environnement. Alors, l'actualité du CEREMA, et je crois qu'elle est importante dans cette assemblée, c'est que la dernière loi, la loi 3DS, a permis que le CEREMA, qui est un établissement public de l'État, intervienne de façon privilégiée pour l'État et les collectivités territoriales. Concrètement, ça va changer deux choses. Ça va changer notre gouvernance, puisque dans notre conseil d'administration, les collectivités territoriales qui vont adhérer au CEREMA seront présentes et pourront orienter les actions du CEREMA. Et le deuxième point qui peut vous intéresser, vous, acheteurs de collectivités territoriales, c'est qu'on pourra, aujourd'hui, c'est parfois un petit peu complexe pour les collectivités territoriales de travailler avec le CEREMA. Demain, on pourra intervenir en quasi-régie, c'est-à-dire directement avec une forme de conventionnement de quasi-régie. Voilà, je voulais évoquer ça en introduction parce que ça me paraît essentiel pour vous montrer que ce soit l'UGAP en tant qu'établissement public de l'État, que ce soit le CEREMA sur ces questions de mobilité. On est vraiment là pour vous accompagner et aujourd'hui, on vous montre qu'en plus, on vous accompagne ensemble sur les difficultés que vous pouvez avoir sur vos territoires. Alors pourquoi la mobilité, c'est un enjeu? D'abord, c'est un enjeu pour tous les individus puisque globalement, alors bien sûr, entre les plus jeunes et les plus âgés, ça peut varier, mais on peut dire que c'est une activité où on passe en moyenne plus d'1 heure par jour dans ce qu'on qualifie la mobilité. Donc ça nous touche tous personnellement. En plus, c'est un sujet qu'on voit dans toutes les politiques publiques, que ce soit les politiques publiques pour concevoir des infrastructures, mais aussi les espaces publics. Les espaces publics intègrent la question de la mobilité. Et puis, vous l'avez évoqué, on a des enjeux qui sont phénoménaux sur la décarbonation aujourd'hui et qui sont bien entendu qui concernent la mobilité. Alors, les difficultés, elles sont grandes parce que on a des villes qui se sont étalées, et je crois que notre région le montre. On a des congestions qui perturbent les réseaux. J'ai cru entendre que certains d'entre vous étaient venus en voiture et avaient constaté quelques congestions. Et puis, on a aussi, et le CEREMA a été là pour accompagner ces grands projets d'infrastructure. On a des projets d'infrastructure où aujourd'hui, l'échelle de temps de constitution de ces infrastructures n'est pas en phase avec tous nos objectifs de décarbonation et la rapidité d'évolution de la société. Je crois qu'avant, et on était peut-être, nous, CEREMA, les premiers à réfléchir solutions avec de nouvelles infrastructures. On voit, et ça l'a démontré, qu'on rentrait souvent dans un cercle vicieux puisqu'on faisait plus d'infrastructures et puis on avait encore plus de voitures et encore plus de congestion. Alors je dirais, ce constat il est fait, on est ici pour vous rassurer aussi, pour vous dire qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup de moyens d'agir et ils sont plus nombreux qu'avant. Alors ils sont plus nombreux qu'avant parce qu'on a aussi de nouveaux outils. Alors c'est certes, on ne les maîtrise pas encore tout à fait, on ne sait pas qui prendra le pouvoir, mais il y a la question du digital, du serviciel, et je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises dans la salle qui auront des solutions à vous proposer. Mais c'est vrai qu'on a la possibilité d'avoir de nouvelles offres dans la mobilité innovante avec des solutions qui sont sur mesure. On voit la multiplication des vélos en libre service, des vélos à assistance électrique. Ce sont de nouvelles offres de mobilité. On a des solutions aussi qui sont plus hybrides. Je crois qu'aujourd'hui, on conçoit la mobilité avec un échange entre l'individuel et le collectif. On partage la route, on a des véhicules qui sont individuels mais partagés. On est dans une forme où les frontières entre cet individuel et collectif sont en train de s'ouvrir. Et puis on a aussi, je crois que ça c'est un point important, même s'il existait depuis un certain temps, c'est des services pratiques pour le quotidien avec tout ce qui est information en temps réel, de savoir où on va. Alors vous avez cité tout à l'heure Waze, mais il y en a d'autres. Cette information en temps réel, elle nous permet aussi certainement d'adapter notre mobilité de demain. L'autre point que je voulais souligner, c'est que, comme je le disais, on réfléchissait grande infrastructure. Maintenant, avec l'usage des infrastructures actuelles, essayer d'avoir un gain d'accessibilité à ces infrastructures et de trouver des solutions.
Alors, une infrastructure, elle existe. Comment on peut au mieux l'utiliser? Et là, il y a des exemples de voies réservées. On travaille avec la métropole sur des projets de stations de bus sur autoroute. Ce n'était pas imaginable il y a quelques années. Des lignes de covoiturage. Je crois qu'il y a une structure qui aujourd'hui va vous le présenter. On est vraiment dans un écosystème qui évolue, public, privé, des autoroutes, des pôles d'échange. On est vraiment dans une meilleure accessibilité à cette infrastructure. Moi, j'aime prendre l'exemple des 2 roues aussi. Aujourd'hui, la multiplication des vélos. Alors, on a encore du travail dans notre région. Je tiens à le dire. Mais on voit qu'on a besoin d'un écosystème aussi qui soit différent, qui s'adapte, de laisser de la place aux vélos, alors que les vélos aussi laissent la place aux marcheurs et aux piétons. On est voilà, dans un système d'une infrastructure à mieux utiliser pour qu'elle soit certainement plus multimodale. Et pour autant, si on est ici aussi, c'est que tout ça, c'est hyper complexe. Et je comprends la difficulté qu'ont vos élus, que vous avez, pour faire des choix, parce qu'on est sur plein de solutions. On a des domaines de pertinence qui sont énormes entre les 2 roues, le train, la voiture électrique, la voiture hybride. Et donc, on voit bien toute l'assistance dont vous pouvez avoir besoin sur la faisabilité économique, sur une recherche d'efficacité. Est-ce que j'investis à court terme? Est-ce que j'attends le moyen terme? Est-ce que j'attends le long terme? Et donc, c'est bien aussi l'objet de la journée d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'en remercie encore le président directeur général de l'UGAP et ses directeurs de nous avoir permis de faire cette journée en commun où on va avoir les solutions, la façon de pouvoir les multiplier sur le territoire, et puis des analyses techniques que le CEREMA, les collectivités territoriales qui sont là aussi présents pourront vous apporter. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et en espérant qu'on pourra répondre à un certain nombre de vos interrogations. Merci beaucoup, Madame Berthaud. Voilà, nous allons commencer notre première plénière sur les métropoles face aux grands enjeux de la transition. Bonjour à tous, je vais animer cette plénière donc, tout au long de la matinée. Premièrement, une petite information. Nous avons mis en place une interactivité avec la salle. Il suffit de se connecter sur l'application, tout au moins sur le site Kahoot, K-A-H-2-O-T, ou sur leur application. On vous donnera le code tout à l'heure pour pouvoir... Donc voilà, le code, c'est 864 70 35. On posera une première question tout à l'heure. Voilà, pour le premier temps fort de cette matinée, donc pour parler des métropoles, on va appeler nos invités. J'ai le plaisir donc d'accueillir Claude Fauché, directeur général adjoint mobilité à la métropole d'Aix-Marseille et Provence, Alice Bigorne, directrice mobilité durable à la métropole de Nice-Côte d'Azur, Marie Canon, chargée de mission à la délégation mobilité du Grand Lyon, Anne Boisseau, chef du service management de la mobilité et de l'information multimodale au syndicat mixte des mobilités de l'Aire grenobloise ASMAG, Véronique Haché, directrice de l'espace public et la mobilité à la ville de Marseille, et Thomas Matagne, président et directeur général d'ECOV. Bonjour à tous. Et je fais appel maintenant à Mathieu Luzerne, notre responsable d'études conception multimodale au CEREMA Méditerranée, notre expert, qui va m'accompagner sur cette première partie de la matinée, sur cette première plénière. Et d'ailleurs, avant de laisser la parole à Mathieu, on va vous poser cette première question sur Kahoot. Comment voyez-vous la mobilité de demain? Voilà. Alors, on va laisser notre régisseur afficher l'écran à nouveau et le code. Merci. Ça, c'est le thème de la matinée. Et la première question... Voilà, on teste en même temps que vous. Voilà. Comment voyez-vous la mobilité demain? Donc c'est en nuage de mots, on regardera les résultats dans un instant. Mathieu, bonjour. Le micro, il est là. On va se tutoyer, hein, Mathieu. Bien sûr, Stéphane. Voilà. Les collectivités doivent faire face à de grands enjeux aujourd'hui, donc de transition, on l'a dit, à travers nos présidents, cadrés par la loi climat et résilience. Quels sont les principaux leviers donc, pour agir? Alors, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avant de répondre à quels sont ces leviers, on va prendre un petit peu de temps pour voir en fait quels sont les enjeux et pourquoi on arrive à ces leviers. En fait, pourquoi est-ce qu'ils répondent aux problèmes actuels? On regarde.
Une donnée. Aujourd'hui, les Français ont les plus longues navettes domicile-travail d'Europe. On est sur des trajets du quotidien de plusieurs dizaines de kilomètres qui sont particulièrement impactants et qui ont un rôle majeur dans les émissions. Et c'est ce que je vais vous démontrer ici. Donc si on classe les déplacements en 3 catégories, donc les courtes distances de quelques kilomètres, les moyennes distances et les longues distances de plus de 100 km, on voit que les courtes distances, c'est le plus gros volume de déplacement. Oui. Mais dès qu'on intègre le nombre de kilomètres parcourus, on voit que les rapports s'inversent et que ce sont les déplacements moyennes et longues distances qui représentent les plus grands flux du quotidien. Pour aller plus loin, il faut regarder un peu comment les parts modales se répartissent. Alors on voit que sur les déplacements courtes et moyennes distances, on a des parts modales qui sont partagées. On n'a pas encore une prédominance de la voiture parce qu'il y a des offres de services, il y a des alternatives à la voiture et ça fonctionne plutôt bien. Par contre, sur le moyenne distance, on a une quasi-exclusivité de la voiture. On est à plus de 90% de trajets voiture. Et là, la raison, elle est toute simple, c'est que en fait, pendant très longtemps, les collectivités n'avaient pas la possibilité d'agir sur cette échelle-là. On est sur une échelle qui dépasse le périmètre de la collectivité, et donc il demandait des associations qui étaient assez difficiles. Aujourd'hui, avec la création des métropoles, avec la loi d'orientation des mobilités, les collectivités ont les moyens d'intervenir sur ces déplacements, ce qui est plutôt encourageant. Et puis donc, quand on combine beaucoup de déplacements et beaucoup de voitures, on voit que ce sont ces déplacements de moyenne distance qui sont les plus gros émetteurs de CO2. Évidemment. Sur la diapo d'après, on voit un peu les impacts des transports. Alors, le transport, l'utilisation de la voiture, ça coûte cher. Ça coûte 16 fois plus cher que les transports collectifs, si on en croit le GART et l'UGAP. Donc c'est un budget considérable pour les ménages. Mais il y a aussi d'autres impacts locaux qui sont directement perçus par la population. Ça a déjà été évoqué, la congestion, on l'a subie au quotidien. Le partage de la route, il est très difficile. Avec autant de voitures, on a du mal à donner de la place pour les autres modes que sont le vélo, les transports collectifs ou la marche. Donc c'est des nuisances aussi au quotidien. Des nuisances environnementales, la pollution atmosphérique, particulièrement importante, et la pollution sonore, le bruit. Et donc tout ça, c'est directement perçu par la population parce qu'il y a le livre blanc des transports métropolitains, donc réalisé en 2014, qui estimait qu'un habitant de la métropole Aix-Marseille, il va avoir 1 an de vie gâché à cause des transports. 1 an de vie, ça se répartit entre 6 mois de sa vie passée dans les bouchons et 6 mois d'espérance de vie perdue à cause de la pollution. Donc effectivement, c'est énorme et il faut absolument agir à ce niveau-là, agir à 2 niveaux, donc sur les trafics et de notre côté sur la décarbonation, sur la pollution. Et donc c'est là où la loi climat et résilience, elle intervient. Elle intervient parce qu'une des 5 thématiques de la loi traite spécifiquement des déplacements avec des mesures phares, et notamment le développement des voies réservées, des voies réservées au covoiturage, avec la création des zones à faible émission dans les villes de plus de 150 000 habitants. Donc on va revenir assez largement sur ces 2 sujets dans la matinée. Et puis la fin de la vente des véhicules polluants à 2030, ainsi que le renforcement du ferroviaire avec l'interdiction d'avoir des vols intérieurs à partir du moment où on a une alternative ferroviaire de moins de 2h30. Donc on a déjà des premières actions qui permettent d'aborder les sujets qu'on vient de mettre en évidence. Alors on va poser la question à nos intervenants et on va commencer avec vous, Claude Fauché. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes donc le DGA Mobilité à la métropole d'Aix-Marseille, où nous sommes donc évidemment. La priorité est donnée au développement des transports en commun. Il y a beaucoup d'investissements prévus. Pouvez-vous nous en dire plus, expliquer ce qu'il en est aujourd'hui? Oui, effectivement, donc bienvenue à vous tous, bienvenue à The Camp, bienvenue à Aix, bienvenue sur le territoire d'Aix-Marseille-Provence Métropole, cette métropole qui a 6 ans d'âge et qui, comme l'illustre le slide que vous voyez, a des particularités comparées aux autres métropoles, puisque nous sommes une métropole polycentrique, avec une très grande ville, Marseille, près d'1 million d'habitants, une grande ville, Aix, plus de 150 000, et un certain nombre de villes secondaires, dont Aubagne, Salon,
Istres, Miramas, Martigues, Vitrolles, etc., qui constituent l'ossature de ce territoire. Vous voyez ici représenter les grands corridors de flux, donc des flux extrêmement importants qui sont aujourd'hui structurés principalement par les voies autoroutières, mais avec une armature ferroviaire importante qui existe sur la zone, et nous travaillons, et tout à l'heure Victor Alonso, DGA de la région, interviendra, armature ferroviaire qui est extrêmement présente et qui peut être un atout pour le développement de nos transports. Alors côté Aix-Marseille-Provence Métropole, donc la métropole est en train de vivre un processus de transformation institutionnelle du fait de la loi 3DS, avec l'an 2 de la métropole qui commencera, on va dire, à partir de janvier 2023, puisque la métropole est en train de se transformer avec la suppression des conseils de territoire au 1er juillet prochain et un recentrage sur un certain nombre de compétences clés, dont la mobilité. Les ambitions de la métropole, vous les avez là à travers donc, ce schéma qui est sorti du plan de mobilité qui a été adopté en décembre dernier et qui traduit l'ambition de la métropole en termes de mobilité pour les 10 années qui viennent et au-delà, avec la création d'un réseau express métropolitain qui s'appuie notamment sur les services ferroviaires, compétences de la région, mais également sur un ensemble de services interurbains et urbains dont la métropole est autorité organisatrice, puisque nous avons des services naturellement avec du métro à Marseille, avec du tram, Marseille et Aubagne, avec des bus à haut niveau de service sur les principales villes et avec des projets de déploiement sur l'ensemble des villes, soutenus notamment par le programme Marseille en Grand, je vais y revenir, et la volonté de développer un service qui amène à ce qu'à l'horizon 2030, nous doublions l'usage des transports en commun et nous multiplions par 7 la part modale du vélo. Alors il est vrai que nous partons de très loin parce que nous sommes à 1%, mais nous avons un objectif de 8%, ce qui fait une multiplication par plus de 7 de la part modale du vélo dans les 8 prochaines années, ce qui est une ambition extrêmement forte. Au niveau de ce programme-là, c'est l'engagement pour la métropole globalement de multiplier par 3 son niveau moyen d'investissement, puisque nous étions en investissement direct à 100 millions d'euros par an ces dernières années. L'objectif est de parvenir à 300 millions à horizon de 2 ou 3 ans et pour les 10 prochaines années. Et nous faisons l'objet d'un accompagnement particulier par l'État dans le cadre du plan Marseille en Grand, puisqu'une enveloppe de 1 milliard d'euros, dont, je précise, 256 millions d'euros de subventions et 744 d'avances remboursables, c'est-à-dire un prêt à taux zéro, nous a été consentie pour venir soutenir et sécuriser le plan de financement de 15 opérations. L'opération relative à l'automatisation des 2 lignes de métro à Marseille, 5 lignes de tram, enfin 4 lignes de tram avec 2 opérations sur la ligne 3, 5 lignes de BHNS et 5 pôles d'échange multimodaux relativement importants qui sont prévus dans le cadre de ce plan de mobilité adopté en décembre dernier. Donc un programme extrêmement ambitieux. De gros chantiers en perspective. Voilà, de gros chantiers en perspective, des besoins en ressources humaines, donc nous recruterons. C'est aussi important, mais également voilà, l'envie de faire face aux défis du changement climatique, de la transition énergétique, de la transition digitale, comme cela a été évoqué, et de répondre aux besoins de mobilité inclusive et durable auxquels nous devons faire face sur ce territoire de près de 2 millions d'habitants. Alice Bigorne, vous êtes donc à la métropole de Nice Côte d'Azur. Là aussi, dans le schéma des transports, un axe fort sur les transports en commun et sur les trams. Oui, bonjour à tous. Donc à Nice, c'est vrai que le président Christian Estrosi, qui est maire de Nice, avait voulu dès 2008 lancer un schéma directeur des transports pour maximiser au mieux le report modal de la voiture vers les transports collectifs, avec notamment le lancement de 2 lignes de tram qui ont été livrées en 2019 et qui ont permis en 10 ans d'augmenter de 20 millions le nombre de voyages sur le réseau de la métropole de Nice.
Et en 2020, on a fait un bilan à mi-parcours de ce schéma qui allait à 2030 pour justement reprogrammer toute la stratégie des transports jusqu'à 2040 avec des investissements très très importants puisqu'il s'agit de livrer là, dans les 6 prochaines années 2 nouvelles lignes de tram, une ligne à l'ouest du territoire, une ligne qui va plutôt vers l'est de la métropole, avec la desserte de nouvelles communes qui ont intégré la métropole en janvier 2022, puisque maintenant la métropole compte 51 communes pour ses 550 000 habitants. Il y a également un projet de bus à haut niveau de service dans le centre de Nice, et un projet de transport par câble dont nous parlerons plus tard. Les investissements qui sont prévus, qui sont aussi faits de nouveaux parcs relais, pôles d'échange multimodaux, d'un plan vélo ambitieux dont on parlera tout à l'heure, représentent quasiment 2 milliards d'investissements pour la collectivité. Donc on voit, comme à Marseille, que les grandes métropoles investissent beaucoup dans la mobilité. On sait que c'est un gros enjeu de pouvoir répondre aux besoins des habitants et surtout baisser la part de la voiture individuelle par diverses solutions pour aussi baisser les émissions de CO2 sur les transports qui sont l'enjeu du moment. Je ne sais pas s'il y avait un slide d'illustration. Non, d'accord. Marie Canonge, vous êtes à la direction mobilité du Grand Lyon. Là aussi, pour une meilleure gestion des flux des grandes pénétrantes, le Grand Lyon a décidé de mettre en place des zones de voies partagées, notamment sur l'ex-autoroute M6-M7. Expliquez-nous. Oui, donc bonjour à tous. C'est vrai que du côté du Grand Lyon, on a des gros enjeux sur nos pénétrantes et notamment sur l'autoroute qui traverse directement le cœur de la métropole. C'est vrai que le covoiturage, c'est une solution à part entière. D'ailleurs, j'imagine que la majorité d'entre nous est venue en covoiturant ce matin. Bien sûr. Donc voilà, on a fait partie des territoires qui se sont lancés dans l'innovation. On parlait Monsieur Josa tout à l'heure. Ouais. Donc là, vous avez un petit peu l'état du covoiturage sur la métropole. On voit qu'il y a pas mal d'entités différentes. On a à la fois des aires de covoiturage, des arrêts de covoiturage, parce qu'on a du covoiturage planifié, mais on a aussi du covoiturage dit spontané. On a également du linéaire avec des lignes qui sont entre le covoiturage, l'autostop, beaucoup d'entités, et on a ces voies réservées. Donc pour ceux qui connaissent Lyon, on a une portion au sud du tunnel de Fourvière et une portion au nord du tunnel. Ça a été mis en place il y a combien de temps ? Un an et demi, 2 ans ? Alors ça fait fait 1 an et demi maintenant. Ouais, pour reprendre d'où ça vient, c'est vraiment un projet qui a nécessité le déclassement en fait d'une portion de l'autoroute. C'est-à-dire qu'on a requalifié l'A7 en M7 sur un certain tronçon entre Limonest et Dardilly. Et on a déclassé l'A6 en M6, pareil, sur le nord, pardon. Donc sur des voies métropolitaines plutôt qu'autoroutières, avec une gestion métropole. C'est quelque chose qui a été réalisé par la métropole et qui est aujourd'hui efficient depuis décembre 2020. C'est des voies réservées à tous les véhicules comportant au moins 2 passagers, aux véhicules critères 0, aux taxis, aux bus et à toutes les listes blanches, donc police, pompiers, etc. C'est un aménagement qui a nécessité la mise en place d'un mobilier, d'une signalétique et une appropriation par les usagers. Les voies sont activées constamment. C'est-à-dire qu'au début, on avait la volonté de les mettre juste 5 jours sur 7. On s'est rendu compte qu'il y avait des difficultés de visibilité et de lisibilité du service par les usagers. Donc elles sont actives H24. Simplement, lors d'accidents, lors de travaux, lors de nécessités, on réouvre la voie réservée à l'entièreté de la circulation. Elles sont assez souples. Et quel est le premier retour que vous faites justement de ces voies ? Ouais. Alors, pour en arriver à l'évaluation... Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une journée UGAP-CEREMA. On a la particularité sur ce projet d'être dans le cadre d'un partenariat public-public. Donc, merci au CEREMA de nous aider sur ça, puisque c'est grâce à eux qu'on réussit à évaluer en fait, l'impact de la voie. Alors, grosso modo, le protocole, c'est une évaluation sur 5 thèmes, fonctionnement technique, conditions de circulation, sécurité des déplacements et appropriation à la fois par les usagers et les exploitants. Le CEREMA gère 3 de ces 5 thèmes et nous les 2 autres. Et ce qu'on peut retenir, c'est que
évidemment. Il y a un débit qui reste équivalent, un débit de véhicule équivalent sur les voies. On a quand même un faible impact sur l'écoulement. On a une baisse de l'utilisation de la voie de gauche de 10%. Donc en gros, c'est une meilleure répartition des flux sur les 3 voies. Et après, on a quand même quelques problèmes de vitesse. On a une augmentation de la vitesse qui reste significative sur la voie de gauche, donc des usagers qui en profitent en fait de l'avoir réservé. Sachant que c'est pas verbalisé aujourd'hui. Voilà. Alors, pour en arriver à la fraude, ouais. On a un radar Printec. On a fait un peu le benchmark et on a travaillé avec eux. On a un radar sur la portion M6, un radar sur la portion M7, mais ce sont des radars pédagogiques. La technologie est fonctionnelle. Mais aujourd'hui, on indique simplement la plaque d'immatriculation du fraudeur sans verbaliser derrière. Donc on a un taux de fraude qui reste minime quand on regarde à l'échelle des 3 voies. On a 90% de respect du dispositif sur les 3 voies. Donc les covoitureurs utilisent bien la voie réservée. Par contre, quand on s'intéresse seulement à la voie réservée à la VR2+, à la voie de gauche, on constate un taux de fraude de presque 40%. Donc on est vraiment en attente en fait, du décret étatique qui permettra potentiellement de mettre en place une police métropolitaine et puis d'activer en fait, le contrôle sanction par vidéo-verbalisation qui est permis par la technologie mais pas par l'État. Et on compte sur le CEREMA pour homologuer les dispositifs. Ah bah voilà, l'appel est lancé. Anne Boisseau, vous êtes à Grenoble, donc à la SMAG. Là aussi, à Grenoble, on a mis en place des zones de voies partagées depuis 2020. Quel retour en faites-vous ? Oui, bonjour à tous. Donc, en quelques mots, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise, le SMAG, c'est 123 communes, c'est 640 000 habitants. C'est un syndicat qui est jeune, qui date de 2020 et qui regroupe la métropole de Grenoble, le Pays voironnais et la communauté de communes du Grésivaudan. Sur cette question du covoiturage, effectivement, c'est une question centrale qui réunit l'ensemble des 3 territoires du syndicat et sur lequel l'AOM, le SMAG, a pour objectif, dans un premier temps, de clarifier l'offre, d'amener de la lisibilité sur cette question du covoiturage, parce qu'on voit qu'on a énormément de plateformes, énormément de solutions, et puis de travailler à lever les freins. Que ça soit sur la question de l'accompagnement au changement de comportement, de l'incitation financière ou de garantie de trajet. Donc effectivement, on a, sur cette question du covoiturage, on a 3 niveaux de service entre le covoiturage dit spontané ou le covoiturage sur rendez-vous. Sur le covoiturage dit spontané, on a donc notre service qu'on appelle M-Covoit Ligne Plus. En fait, l'ensemble des marques de mobilité sur le territoire est regroupé autour de la marque M. Et donc M-Covoit Ligne Plus, effectivement, c'est sur les axes structurants et notamment, comme sur le Grand Lyon, nous sur la pénétrante Voiron-Grenoble. Et c'est un service associé, donc une voie réservée, des garanties trajet, puisqu'il ne s'agit pas simplement de pouvoir faire l'aller en covoiturage, il faut aussi qu'on ait une sécurité sur le retour. En tout cas, dans une période de transition, où on sent bien que l'enjeu, c'est d'arriver à une masse critique suffisante pour qu'il y ait suffisamment de covoitureurs, suffisamment de gens qui se connectent, et voilà, qu'on ait cette masse critique qui fait qu'on fiabilise. Vous l'avez évoqué, l'incitation financière, se traduit comment ? Alors, incitation financière, donc ça vient d'être délibéré de notre côté. Donc l'enjeu, jusqu'à présent, on était sur une gratuité pour les passagers, pour booster. Donc le service, il a commencé en plein Covid, hein, donc forcément, voilà, on a alterné les périodes de confinement, déconfinement, télétravail, préconisation des entreprises parfois de ne pas covoiturer non plus. Donc voilà, on va dire que le contexte était loin d'être simple. Donc cette gratuité passager, elle se poursuit jusqu'à janvier 2023, en se disant voilà, il faut qu'on continue à aller là-dessus. Et à partir de janvier, on va mettre en place une tarification. Alors, on continuera la gratuité pour les abonnés au transport en commun ou en cas de pic de pollution, puisque l'objectif, c'est bien que ces lignes de covoiturage, elles sont aussi en rabattement sur notre réseau structurant de transport en commun. Et puis après, sinon, ça sera 1 € par passager pour les autres cas.
Mais on suit ça, on va évaluer, voilà, on adapte en permanence le dispositif. Très bien. J'ai oublié, on n'a pas regardé les résultats de la première question, donc je vais demander à la régie de nous l'afficher, mais j'ai une question quand même à vous tous. Comment finalement on crée les conditions du changement de comportement? Quelles sont... c'est la grande question, hein, mais qui peut me répondre là-dessus? Madame Haché, de la ville de Marseille. Oui, c'est une question facile. Comment créer les conditions du changement? Écoutez, il y a 2 méthodes. Je vois la carotte et le bâton. Ouais. Voilà, pour faire court. Donc on a vu la carotte. La carotte, voilà. Le bâton, on est en train de quand même d'homologuer les dispositifs de contrôle-sanction, même si le partenariat d'innovation tardait à être lancé, mais je crois que c'est parti là. Donc les changements de comportement, en fait, c'est aussi donner les moyens aux usagers parce que les gens se disent pas je vais monter dans ma voiture et je vais polluer. Enfin, personne ne fait ça de gaieté de cœur, avec conviction, ou alors on n'est pas très nombreux, mais bon, c'est une autre histoire. Donc en fait, je pense que personne n'a envie de polluer, personne n'a envie de rouler avec sa voiture et d'empoisonner l'air. Donc il y a aussi des contraintes. Donc la contrainte, c'est aussi de savoir comment on change son véhicule pour qu'il soit moins polluant. Bien sûr. Et puis, donc ça, c'est plutôt des incitations que doit faire la puissance publique. Et puis, la contrainte, c'est peut-être de ne pas rouler tous les jours avec son véhicule et d'essayer d'autres modes de transport. Et donc, les collectivités... Dans le covoiturage, en l'occurrence, et les transports en commun. Est-ce qu'on a la réponse à la première question? Oui, monsieur? On affiche? Sébastien? Ouais, voilà. Ah bah voilà. Comment voyez-vous la mobilité de demain? Je vais laisser peut-être Mathieu réagir. Multimodal, décarboné, écologique, pluriel, liberté, Smart City 2, décarboné. Multimodal, effectivement, on est en plein dans l'exercice aujourd'hui. Multimodal, décarboné, l'enjeu, il est clairement là. Je pense qu'il est partagé par tout le monde, il n'y a pas de souci. D'accord. Après, ça revient à la question que tu viens de poser, c'est comment on y arrive finalement. C'est ça. Alors, on va voir. Oui, Véronique. J'ai une question. C'est quoi Panda? Je ne sais pas. On va poser la personne qui a écrit Panda, qui nous l'explique. Quelqu'un. J'ai peut-être une idée. Marie-Canon, il y a un autre exemple de covoiturage qui a été mis en place en centre-ville de Lyon. On peut juste en toucher 2 mots. C'est sur le quai Gaëton. Expliquez-nous. Alors, c'est un exemple typique d'aménagement qui veut favoriser la pratique du covoiturage. Alors, c'est une réflexion qui était en lien avec les voies réservées. C'est un aménagement qui fait partie des mesures complémentaires et qui se trouve vraiment à l'entrée du centre-ville de Lyon et à l'intersection en fait entre M6 et M7. Donc sur cet aménagement, on a à la fois la possibilité d'y accéder via M6, via M7, via le nord de Lyon par les quais, mais également en transport en commun. Il y a un arrêt de métro, il y a le bus, il y a du stationnement vélo. Voilà, l'idée c'était vraiment que tout le monde puisse y accéder et d'avoir sur un même aménagement à la fois du covoiturage donc sur rendez-vous planifié, type Blablacar ou quoi, et du covoiturage dit spontané. C'est un quai, c'est un espace dédié, sécurisé, pour pouvoir récupérer ou déposer un passager. Et sur l'un des quais, on a ce mobilier connecté. Donc il y a Ecof qui est ici et qui pourra aussi rebondir là-dessus, puisqu'on travaille avec eux, c'est leur spécialité. Voilà, sur l'un des quais, on a implanté ce mobilier connecté qui permet en fait à n'importe qui de venir indiquer qu'il souhaite rencontrer un conducteur et se diriger vers l'une des destinations affichées. C'est vraiment très souple, c'est quelque chose qu'on travaille continuellement. Voilà, et l'idéal, c'est ensuite que le message soit diffusé sur le panneau à message variable qui est situé en amont, pour qu'un conducteur en fait, qui descend les quais sur la 3 voies et qui va de toute façon réaliser ce trajet puisse être averti qu'en s'engageant simplement sur l'arrêt, il y a quelqu'un qui pourrait partager son trajet. C'est quelque chose de peu onéreux pour les collectivités, qui est super intéressant parce que ça favorise la mise en relation. Pour autant, ce n'est pas responsabilisant, puisqu'aujourd'hui, nous, on n'exige pas un financement entre... en fait, le conducteur et le passager s'arrangent pour le partage des frais et autres. Donc c'est assez intelligent en fait, assez maniable et c'est smart. Et c'est bien utilisé aujourd'hui ou Alors c'est vrai qu'on a un démarrage un petit peu difficile. Pardon d'avoir posé la question qui fâche. Oui, on s'est fait tacler cette semaine. Donc bon. Non, en fait c'est un aménagement intéressant, mais il faut savoir qu'on a eu des difficultés au lancement, on a eu des problèmes de raccordement.
pour le feu tricolore, on a toujours du jalonnement qu'on attend de recevoir, donc un démarrage vraiment très lent. Et un manque de visibilité. Vu que l'aménagement, on ne le considérait pas entièrement terminé, pour l'instant, on n'a pas fait d'animation autour, et je pense que ça manque. Sur les chiffres qu'on a aujourd'hui, on sait qu'on a vraiment 183 appuis depuis début janvier qui sont considérés comme effectifs. Or, les appuis de curiosité au milieu de la nuit, typiquement, ce genre de choses, sur les boutons, parce que je sais que ça peut être ludique pour certains. On a une répartition qui est assez cohérente. On a vraiment... des appuis, un tout petit peu plus le matin, mais sinon tout au long de la journée. Et sur les destinations, c'est Saint-Étienne et Vienne du côté du sud et TechLead, donc la zone d'activité qui est sur Écully, et la direction de Paris pour aller encore plus loin pour le nord. C'est quelque chose qui s'appuie sur les voies réservées, mais on constate une autre limite, c'est-à-dire qu'un passager qui réalise son aller avec la garde covoiturage n'a pas d'arrêt miroir en fait pour effectuer son retour. Et c'est vraiment l'enjeu du moment, c'est de travailler avec les collectivités. On a des demandes à Vienne, à Saint-Étienne. On espère pouvoir travailler ensemble pour organiser ces arrêts miroirs à la garde covoiturage et permettre les retours. Alice Bigorne, Claude Fauché, sur Nice et Aix-Marseille. Est-ce que les zones de voies partagées et ce type de covoiturage existent aujourd'hui ou sont envisagées Alors aujourd'hui sur Nice, on n'a pas encore de voies partagées. On en envisage sur certains axes, notamment très urbains. C'est vrai qu'on a toujours nos difficultés de foncier en fait. Sur le développement des mobilités, réduire la place de la voiture, c'est toujours compliqué quand on a des zones très denses. On a néanmoins lancé le subventionnement au covoiturage depuis octobre de l'année dernière. Pour le booster, c'est vrai qu'on parle beaucoup du covoiturage parce que pour réduire la place de la voiture, on a tout un panel. On a parlé des transports collectifs, on parlera des plans vélo et des plans marche, mais tous ceux qui n'ont pas accès justement au transport collectif, on se dit que le covoiturage est une bonne solution. Donc du coup, on fait comme Grenoble, on subventionne pour qu'il y ait peu de reste à charge pour les covoiturés, pour booster cet usage-là. Et on réfléchit effectivement à mettre en œuvre des voies réservées pour booster encore plus. Et à Marseille ? Alors sur Aix-Marseille-Provence, nous avons en cours un programme de développement des voies réservées au transport en commun, puisqu'aujourd'hui 15 km sont déjà en service, que 22 km sont en travaux, donc nous devrions être fin 2023 à 37 km, en couvrant, je dirais, la quasi-totalité presque du trajet Aix-Marseille, une partie sur Aubagne et en commençant en allant vers Vitrolles. Donc 37 km fin 2023. À ce stade, nous n'avons pas ouvert ces voies ni au covoiturage, ni aux véhicules critères zéro. Il faut rappeler que, et notamment du fait de l'initiative du département des Bouches-du-Rhône qui avait mis en place une prime de conversion aux véhicules électriques, le département est aujourd'hui le premier département en termes de taux de véhicules électriques, puisqu'on a près de 3% du parc de véhicules qui est critère zéro. Et donc nous sommes relativement réservés à l'idée de les ouvrir au critère zéro, puisque les expériences qui avaient été faites, notamment à l'étranger, sont revenues en arrière dans la mesure où, et j'évoquais tout à l'heure la question de la mobilité inclusive, aujourd'hui il y a quand même une problématique d'accès pour une grande partie de la population à ces véhicules critères zéro, et que ouvrir ces voies aux véhicules à critère zéro pourrait conduire finalement à une ségrégation sociale relativement forte. Donc nous avons une certaine réserve à ce niveau-là. Pour autant, nous travaillons sur les questions de covoiturage, notamment pour les zones peu denses, puisque une des caractéristiques aussi de la métropole, c'est ces zones-là. Et nous travaillons aussi sur les questions de covoiturage au niveau des entreprises dans le cadre des PDE. Voilà, vous allez nous expliquer, vous avez mis en place la plateforme MobiPro. Oui, alors nous avons mis en place une plateforme MobiPro qui est un dispositif d'accompagnement des entreprises, soit grandes entreprises individuelles, soit entreprises que nous regroupons au niveau, par exemple, de zones d'activité ou ailleurs, pour mettre en œuvre un dispositif d'accompagnement des entreprises à l'élaboration de leur plan de déplacement d'entreprise ou plan de déplacement inter-entreprise, de manière à privilégier des solutions de mobilité partagée, notamment de covoiturage, au niveau des entreprises par rapport au flux domicile-travail de leurs salariés
encore une fois, au niveau entreprise ou inter-entreprise, parce qu'on voit que souvent, des solutions peuvent être trouvées en inter-entreprise plus facilement qu'au niveau d'une seule entreprise. Alors nous travaillons naturellement avec certains gros employeurs, que ce soit Airbus ou que ce soit l'assistance publique Hôpitaux de Marseille, par exemple, mais pour des entreprises sur des zones d'activité telles que ici, nous privilégions l'approche inter-entreprise. Et là, ça fonctionne bien ? Alors c'est un dispositif qui fonctionne bien, qui démarre, on va dire, depuis 2 ans. Alors il y a eu la période Covid qui a été particulière. Je crois que nous n'avons pas encore analysé toutes les incidences de la période Covid par rapport à l'évolution, parce qu'on voit ne serait-ce que aujourd'hui la part du télétravail, avec une moyenne de 2 jours par semaine pour les professions qui le peuvent, a fortement diminué le besoin de mobilité et réduit, on va dire, la période en hyperpointe. Même si aujourd'hui nous retrouvons des niveaux, on va dire, de trafic qui sont comparables à ceux de 2019 en termes de trafic automobile, alors que c'est loin d'être le cas sur nos réseaux de transport où nous sommes à 85%, on va dire, du niveau de 2019 les jours de semaine. Merci. Thomas Matagne, le Provost, bonjour. Vous êtes le président fondateur d'ECOV et on l'a vu, vous accompagnez ces grandes collectivités dans l'optimisation des voies structurantes. Expliquez-nous. Bonjour à toutes et tous. Effectivement, ECOV, notre slogan depuis la création de 2014, c'est « La voiture est un transport collectif ». Et ce à quoi on cherche à répondre, c'est exactement ce qui a été présenté en introduction, c'est-à-dire les trajets relativement longs qui sont faits, qui souvent vont même dépasser les métropoles, les autorités organisatrices historiques. Oui. Et sur ces axes-là, en général, on n'a pas de solution. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment essayer de comprendre les flux et faire en sorte que ces flux se transforment en transport collectif en s'appuyant sur les sièges libres dans les véhicules qui passent par là. Donc c'est à cheval entre du covoiturage, du bus et du stop. On prend le meilleur des 3 mondes pour faire en sorte de créer un système covoiturage. Et j'insiste là-dessus, en fait, notre conviction profonde, c'est que pour que les gens changent, c'était la question de tout à l'heure, il faut leur proposer quelque chose qui est performant au sens économique et au sens temps de transport. Et donc ça, c'est pas quelque chose de segmenté, c'est une vision systémique. C'est-à-dire qu'il faut toucher à la fois l'infrastructure, à la fois les voies réservées, c'est du gain de temps de parcours, les points de rencontre. Le réseau routier n'a jamais été pensé pour être mutualisé avec la voiture. Ça n'existe pas jusqu'à présent, donc il faut créer ces hubs. Et je suis très content que ce soit une notion qui commence à émerger, et en fait elle est fondamentale. Et puis il faut mettre du service associé à ça. Le parallèle, c'est évidemment le vélo. Le vélo, ces dernières années, a passé un cap en termes de maturité. On parle de système vélo. Donc il y a les infrastructures, bien sûr, mais c'est pas que ça. C'est le service, c'est l'information, c'est le temps de parcours, c'est plein de choses. Et c'est la même chose en fait sur le covoiturage. Si on veut faire en sorte que les gens partagent, il faut leur donner les moyens de le faire. Donc nous, la façon de le faire concrètement, c'est nous, on est un mini opérateur de mobilité dédié aux zones peu denses. Donc on est un mini Keolis ou un mini Transdev, si vous voulez, mais en appliquant les raisonnements du transport collectif au système routier pour la puissance publique, pour mettre en place des politiques publiques innovantes, donc de covoiturage. Donc on fait des analyses de covoiturabilité avec différentes formes de covoiturage. Le covoiturage planifié, quel est le potentiel du covoiturage planifié sur ce territoire-là? Donc le planifié, c'est quand les gens se donnent rendez-vous. Quel est le potentiel de covoiturage en temps réel, qu'on a déjà évoqué, qui là va avoir d'autres conditions, ça va être plus souple dans le temps, mais il va falloir organiser les flux dans le territoire, l'articuler avec le reste du système de transport. Donc on accompagne les collectivités sur l'analyse initiale, puis ensuite sur la mise en œuvre opérationnelle, pour faire en sorte que ça se concrétise effectivement avec le côté physique, mais aussi serviciel, surtout serviciel. Voilà, et on verra un exemple encore tout à l'heure dans les territoires peu denses. Mathieu, au-delà de la gestion des flux pénétrantes, il y a une autre problématique pour les métropoles, c'est la mise en place de la zone à faible émission, des zones à faible émission. Oui, tout à fait. Là, on a parlé flux, on a parlé sur le premier enjeu que j'ai évoqué tout à l'heure, donc vraiment les trafics, le partage de la voirie. La zone à faible émission, elle s'attaque à l'autre partie, à la décarbonation. Elle a une visée environnementale. Ce qu'il faut savoir sur la zone à faible émission, c'est qu'elle aura une mise en œuvre progressive. C'est-à-dire que dans un premier temps, la zone à faible émission va interdire l'accès aux véhicules les plus polluants, donc les critères 5 et plus. Et puis, au fur et à mesure des années, année après année, les classes critères 4, 3 et 2 seront interdites d'accès. Donc, on va avoir un effet environnemental qui sera non négligeable. Par contre, c'est vrai que derrière, il y a un enjeu social. Ça a été évoqué. Oui. Il va falloir accompagner ce dispositif. Il va falloir déjà l'expliquer. Donc, communiquer autour de la mise en place des ZFE, expliquer comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que ça fonctionne, quel va être son intérêt.
Et puis, il va falloir aussi accompagner en termes d'offres de services et puis accompagner en termes de subventions pour aider les gens à changer de véhicule. Là, on a sur la carte des villes obligées en 2021. Donc là, ça a été un petit peu... Si, c'est déjà mis en place pour la catégorie 5-6. Alors, elles sont obligées, mais elles n'ont pas encore toutes mises en place. Ça se fait progressivement. On les dénonce. OK. Et villes obligées donc en 2025, il y en a pas mal. On vous pose une question d'ailleurs dans la salle, peut-être un peu provocant. Si on peut se connecter à Kahoot, s'il vous plaît. Voilà. La question est la suivante. Est-ce que les ZFE répondent aux enjeux climatiques? Voilà. Et oui, non, peut-être ou ne sait pas. On vous laisse y répondre maintenant. On va regarder la réponse en image, j'allais dire, à l'instant. 30 secondes pour répondre. 30 secondes, voilà. Merci Mathieu. C'est la petite pause de la plénière. On n'a que 21 réponses. Ah, ça monte un peu. Voilà. On va donc voir les résultats. Rien ne va vous étonner. Si, boum, 12 ont répondu oui. Donc à 41%, oui, elles répondent aux enjeux climatiques. Mais j'allais dire que 41%. Véronique Haché, justement. Oui. Au sein de la ville de Marseille, oui. Un petit commentaire peut-être sur la mise en place de la ZFE, et notamment vous axez surtout sur, vous travaillez sur l'aménagement des espaces publics. Oui. Alors oui et non. En fait, non. Je suis directrice de l'espace public et de la mobilité. Voilà. Donc mobilité, qui dit mobilité, dit stationnement, vélo, trottinette. Voilà. Donc on n'a pas encore la compétence voirie. Oui, ce sont des enjeux importants. On peut résumer en disant qu'effectivement, il y a de la pédagogie à faire, comme le disait Mathieu. Hein. Ça fait très longtemps qu'on a mis en place les vignettes critères, que tout le monde connaît. Hein. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde sait ce que c'est que ça, vignette critère. Vous l'avez tous. Hein. Vous êtes tous venus en covoiturage avec une voiture critère 0, j'imagine. Bien sûr. Avec une vignette sur le pare-brise. Donc, tout le monde sait ce que c'est. Donc, ces vignettes vont servir à trier, entre guillemets, les autorisations. Voilà, il y a des villes très volontaristes sur Paris qui ont été les pionnières dans ce domaine, mais pas que, hein, Grenoble, Strasbourg aussi. Et effectivement, sur Marseille, les enjeux sont un peu plus complexes. Et vous le citiez avec les enjeux sociaux. Et vous disiez aussi, Monsieur Fauché, tout à l'heure, on n'est pas à 0%, mais à 1% de pistes cyclables. Donc il y a quand même beaucoup d'usages de modes de déplacement à développer avant de limiter le trafic pour les Marseillaises et les Marseillais. On ne peut pas d'un seul coup dire bah non, c'est comme ça, on va s'arrêter et puis on va faire une frontière et puis vous pouvez venir avec les vignettes critères. Donc il faut pouvoir acheter sa voiture de façon, avec des aides de l'État et des départements. Et il faut aussi offrir une offre de transport digne de ce nom aux habitants, et donc notamment pour les déplacements courts. Et je termine sur la marche, puisque on peut aussi faire beaucoup de déplacements à pied aujourd'hui qu'on fait en voiture pour des raisons de sécurité routière. Et je pense notamment aux enfants, le chemin de l'école à pied, c'est compliqué. Et j'ai vu récemment dans le Courrier international un article sur le test de la glace à l'eau. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc en fait, c'est un test qui est fait par des organismes internationaux pour savoir quand les personnes, les expatriés veulent habiter dans une ville, qu'est-ce qu'on fait comme test, le prix de l'immobilier, etc. Mais il y a le test de la glace à l'eau, c'est-à-dire que vous envoyez votre enfant avec de l'argent pour acheter une glace à l'eau, mais à pied. Et donc, savoir en combien de temps l'enfant revient. D'accord. Voilà. Et avec la glace non fondue. Ah oui, effectivement. Voilà. Donc ça veut dire qu'il faut déglacer quand même à proximité. Lisez cet article Courrier international, je trouvais ça très intéressant. Ouais, la priorité, donc vous l'avez dit, à la ville de Marseille, c'est d'élargir aussi les trottoirs, de rendre les piétons... les personnes les plus fragiles, les piétons... les personnes à mobilité réduite. Les personnes à mobilité réduite, tout à fait, les personnes en situation de handicap, et surtout bientôt les seniors, hein, parce qu'on arrive dans une société où en fait... Merci de penser à nous. Voilà. Je pense aussi à moi. Quand même. Moi aussi. Merci pour votre écoute.
Merci. Une autre question justement à vous au niveau de Marseille, Nice, Lyon et Grenoble. C'est comment vous préparez les citoyens, les entreprises à ce passage à la ZFE aujourd'hui? Pour le Marseille en l'occurrence, puisque c'est la métropole aujourd'hui qui a la responsabilité du déploiement de la ZFE, ce que nous faisons en étroite collaboration naturellement avec la ville, nous allons avoir une première ZFE qui va se déployer au 1er septembre prochain, sachant que nous avons l'obligation en 2025 de déployer une ZFE à l'échelle métropolitaine. Oui. Donc sur la carte précédente, nous sommes à la fois en bleu pour 2021 pour Marseille et en vert pour l'échelle métropolitaine, couvrir globalement 50% du territoire, représentant plus de 70% de la population. Donc là, qui est une autre dimension à l'horizon 2025. Donc pour 2021, nous venons de mener la concertation pour la mise en place de cette ZFE. Nous avons eu près de 800 réponses, dont une cinquantaine d'institutionnels, le reste étant des particuliers, beaucoup de collectionneurs de véhicules anciens, beaucoup PMR et un certain nombre d'autres personnes. Donc, à travers notamment les dérogations, nous allons apporter un certain nombre de réponses. L'arrêté doit sortir 20 ou 21 juin prochain pour une mise en œuvre au 1er septembre. Et parallèlement à cela, nous animons en lien notamment avec les institutionnels, CCI, Chambre des métiers et autres associations, des relations avec les entreprises pour sensibiliser les entreprises au sujet. Parce qu'effectivement, il y a la question des résidents, il y a la question des entreprises qui sont implantées sur le territoire de la ZFE, mais il y a la question de l'ensemble des entreprises, notamment en termes logistiques, qui sont amenées à intervenir le au sein fameux de ce dernier territoire. kilomètre. Alors sachant qu'aujourd'hui, il y a toute la problématique naturellement du respect de la ZFE, où là, pour le coup, les dispositions qui ont été prises dans le décret ne permettent pas la véritable mise en place d'une police métropolitaine et de vidéo-verbalisation efficace de la ZFE. Donc je pense qu'on va être d'abord dans une ZFE à caractère, on va dire, pédagogique, avant que nous rentrions véritablement dans une ZFE, on va dire, castratrice en termes d'usage des véhicules, sachant que là, la ZFE va concerner, je dirais, l'hypercentre, le grand centre de Marseille, dont notamment le 3e arrondissement, qui, il faut le dire, est le quartier qui a le revenu le plus pauvre d'Europe. Donc, on a quand même des problématiques sociales très particulières d'accompagnement de cette ZFE. Tout à fait. Si je peux me permettre pour réagir. Oui, allez-y, on vous entend. On m'entend ? D'accord. Oui, non, mais je rebondis. Effectivement, on a un vrai sujet d'accès, en fait, à toute une partie de la population, donc au changement de mode de transport, n'ayant pas non plus accès au transport collectif, enfin voilà, avec un gros déficit historique. Donc effectivement, il y a un sujet de grande partie de la population qui a besoin d'aide et d'être accompagnée vers ces nouvelles mobilités. Alice Bigorne, à la métropole de Nice, Côte d'Azur. Donc sur Nice, on a quelques mois d'avance sur nos voisins marseillais. Ah, ils sont fiers. Donc on a lancé notre ZFE à janvier 2022. Donc on l'a voulu progressive, puisque cette année, c'est uniquement pour le transport de marchandises, ainsi que les transports en bus et en autocar. Sachant qu'en parallèle, on a... décidé de décarboner toute la flotte pour 2025 au niveau des bus. Donc on voulait vraiment pouvoir montrer l'exemple en termes de décarbonation. Donc en janvier 2023, on passe sur les véhicules particuliers en critère 5. Alors ça représente 5000 véhicules sur Nice. Donc c'est pas non plus tant que ça pour 350 000 habitants. Et en janvier 2024, on sera sur critère 4 et critère 5 pour les véhicules légers et 3, 4, 5 pour tout ce qui est transport de marchandises. Donc là, ça représente un peu plus de 10 000 véhicules. Donc là, on a voulu un vrai accompagnement, puisque c'est vrai qu'on s'est dit que c'était important de ne pas faire de ségrégation sociale sur la mise en place de ces ZFE. Donc on a, depuis de nombreuses années, depuis 2017, on subventionne l'achat des véhicules électriques. On a modifié les critères en 2021 et on subventionne jusqu'à 5 000 € l'achat de véhicules électriques.
avec une prime à la conversion qui est 1 000 € de plus. Donc ça fait que finalement, avec les aides de l'État, pour 7 000 €, vous pouvez acheter un véhicule électrique, ce qui devient quand même accessible au plus grand nombre. On a mis des critères pas trop restrictifs, hein, notamment en termes de revenus pour faire vraiment des aides au plus grand nombre. Donc on a déjà subventionné plus de 2 millions d'euros depuis cette année. Donc c'est vrai que c'est un gros effort financier des collectivités. Mais on se dit qu'il faut accompagner les gens dans ces changements, sachant qu'on accompagne également les entreprises. Hein. On travaille fortement avec les entreprises de logistique du dernier kilomètre, hein, puisque l'idée c'est qu'il puisse y avoir des centres de dégroupage et que les livraisons en hypercentre se fassent après en vélo cargo notamment. Donc on a des entreprises très dynamiques sur le territoire avec qui on travaille bien, parce que c'est un vrai sujet, la logistique de proximité dans nos centres-villes. Je pense que c'est la même problématique à Lyon, Marie Canonge. Vous êtes dans le même calendrier ? Presque. Donc c'est vrai que je rejoins tout à fait ce qui a été dit auparavant. Déjà, c'est hyper important en fait d'avoir un territoire qui offre d'autres solutions. Il faut proposer des alternatives pour répondre aux besoins de déplacement des habitants et des personnes qui entrent et sortent de nos territoires. Nous, on est largement concernés parce que, comme on peut le voir sur la carte de droite, toutes nos infrastructures et la majorité de notre territoire sont largement en fait au-dessus du seuil. Donc ça fait 17 ans en fait qu'on devrait travailler sur le sujet, mais on a